We were free man band. Eh oui, bonjour à Impact Wrestle. C'est oui, on sera trois ce soir et ce ne sera pas Heath Slater, Drew McIntyre et Jinder Mahal, déjà parce qu'on parle de la TNA. Et puis surtout, je crois que qualitativement, c'est vrai, j'ai un petit peu moins de cheveux que Heath Slater déjà, et puis autour de moi, c'est pas non plus la qualité de Jinder Mahal, je pense. À commencer par Sébastien. Bonjour. Salut Brousty, content de faire partie de cette fine équipe qui reste pour la TNA. Eh oui, effectivement, les grands spécialistes, les grands suiveurs, bien sûr, devant l'éternel. Et puis, du coup, en parlant de suiveurs, peut-être un peu plus occasionnel, mais c'est ainsi quand même qui suit pas mal la TNA et puis qui est au jus, c'est MP. Salut MP. Oui, j'ai repris déjà depuis un sacré moment la TNA, mais là, j'ai suivi ce One Night Only et je suis ici pour en parler. Puis moi, je suis pas vraiment qualité Jinder Mahal, je suis plutôt Heath Slater, mais bon, une petite coche au-dessus, Ouais. mais Je pas sens que grand-chose. l'engine normal, ça va être moi, oui, d'accord. Par rapport déjà au... Mais bon, enfin bon, on va fermer ce petit paragraphe. Remarque, je ressemble peut-être un peu plus à Hernandez, mais bon. Voilà. Au programme, donc, il y aura donc le dernier pay-per-view One Night Only Hardcore Justice 2 qui avait lieu vendredi 5 juillet. Enfin, qui était enregistré au mois de mars, mais bon, ça on y reviendra. Une actualité très chargée parce que dernièrement, il y a eu pas mal de renvois, de départs volontaires, donc pas mal de bazar. Et puis il y a eu aussi le lancement des Bound for Glory Series il y a déjà 3-4 semaines il me semble, et avec déjà pas mal de bouleversements, déjà des hommes là qui ont pris sérieusement la tête. Donc on va revenir sur ça juste après le jingle. Avec le theme song de Bad Influence. Et donc on commence par le pay-per-view One Night Only, le troisième de la série, après un petit repos lors du mois de juin parce qu'il y avait c'est l'anniversary. C'est Hardcore Justice 2 donc qui suivait, on va dire dans l'ordre, Hardcore Justice qui avait lieu en 2010, qui était consacré à l'ECW. Bon, depuis il y a eu Hardcore Justice, mais c'était pay-per-view à part entière la TNA, donc pour ça qu'il a appelé 2 avec un hommage soi-disant hardcore, ça. Bon, j'en doute un petit peu personnellement, mais voilà, c'était diffusé le 5 juillet dernier. C'était enregistré en mars, donc c'était malheureusement dans l'Impact Zone d'Orlando. Donc déjà sur un petit rendu global sur l'habillage, le lieu Orlando, l'ambiance, vous en avez pensé quoi, Sébastien P? C'est toujours l'Impact Zone que je déteste autant, donc c'est vrai que c'est une petite salle finalement avec une ambiance qui est très particulière puisque ce sont les mêmes fans qui sont là à chaque show. Donc c'est vrai que c'est pas terrible, surtout maintenant qu'on connaît Impact sur la route. Donc on connaît des foules qui sont plus grandes et qui ont plus de respect peut-être pour les catcheurs qui sont présents. Et c'est vrai que le retour dans l'Impact Zone, c'est pas quelque chose qui me ravit. Eh oui, d'autant que ça aide pas non plus particulièrement le spectacle. Et MP avait une petite remarque là sur le chat, sur le rôle de Jérémy Bourrache. Ouais, Jérôme Borash qui était un peu partout pendant ce pay-per-view, qui était aux commentaires, aussi annonçait les participants dans les matchs et faisait les entrevues en backstage. Donc, je pense ils l'ont cloné pendant ce pay-per-view, mais oui, il était un peu partout. Puis, pour réagir un peu à ce que Sébastien disait pour la salle, c'est un peu aussi, il faut se rappeler que justement à l'Impact Zone, c'est pas des fans qui paient pour aller voir le show. C'est gratuit une fois que tu es embarqué sur le site de les Universal Studios. C'est gratuit pour aller voir le show. Donc, c'est pas nécessairement des fans payants comme on a sur Impact quand ils vont sur la route. Donc, c'est des fans qui sont pas... Des fois, c'est des fans occasionnels ou des fans qui vont voir du catch pour la première fois. Donc, c'est pas super. Et je pense que j'ai peut-être même entendu une mouche voler pendant le pay-per-view. Ah oui, ça c'est souvent, oui, effectivement. Bon, après, on peut pas en vouloir parfois aux gens sur certains matchs.
Mais bon, voilà, c'est une erreur malheureusement. On connaît l'Impact Zone. Bon, maintenant c'est fini et puis bon, on va se Et taper non. ça encore. Non, ben oui, je sais, on va se taper plus fort sur les sur les prochains One Only qui seront pour certains plus intéressants que d'autres. Donc bon, ça on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais dans l'immédiat, on va commencer par le premier match très très excitant, un Street Fight Tag Team match entre la New Church de Slash et Sinbody contre LAX, Homicide et Hernandez. Un match qui a duré 9 minutes 49 secondes. Et ouais, c'est le chrono de la cloche et la cloche artisanale. Et la victoire de LAX, bien sûr, enfin, on va dire en toute logique, l'équipe la plus jeune, la plus forte à la TNA. Et qui était réuni entre 2006 et 2008. Et depuis, bon, Homicide est plutôt agent libre, mais là, il s'est rejoint à Hernandez. En face, petite précision, New Church, c'était un clan qui existait entre 2002 et 2003. Et James Mitchell, qui était le manager. Slash était les tout débuts du clan avec Tempest et Malice. Puis après, il y a eu des noms comme Shane Douglas, Vampiro, Brian Lee, Mike Awesome, Cobain. Et Sin, donc c'était Slash qui était champion NWR par équipe à Ellie. Et dernière précision, Sinbody, c'est Kizarni, que vous avez vu à WWE entre 2007 et 2009. Voilà. Donc, qu'as-tu pensé de cela, Sébastien? Moi, j'étais déjà très content de revoir l'équipe de LAX se former parce que c'est vrai que c'est une équipe qui m'a toujours plu dans le passé. Je suis un gros fan de Homicide par exemple. J'étais pas content dès qu'il était parti, mais bon, c'est vrai qu'il avait pas forcément la faveur des officiels, donc on peut comprendre son départ. Mais cette association ce soir-là avec Hernandez, c'est vrai que on a l'impression qu'ils étaient un petit peu rouillés tous les deux ensemble. Ça fait très longtemps qu'ils n'étaient plus dans la même équipe parce qu'il y avait plus l'alchimie que je ressentais dans les années passées entre ces deux-là. Après, il faut dire aussi que l'équipe d'en face, personnellement, je la connaissais pas. Ça fait partie des équipes dans laquelle je ne suivais pas encore la TNA à cette époque-là, donc que je ne connaissais pas. Mais c'est vrai que le match m'a pas énormément emballé, on va dire. C'était censé être du street fight. On a vu quelques objets qui sortent de l'ordinaire, mais c'était pas non plus incroyable comme match. Ça a fait ce que ça avait à faire pour un opener, mais c'était pas dingue. MP? Ben, je rejoins Sébastien. Moi, je pense que j'ai failli m'endormir ce match-là. Je crois pas. Je pense que si j'aurais été un peu plus fatigué, j'aurais pu dormir. Mais il y a eu quelques beaux brawling avec à l'extérieur, avec justement ce que disait Sébastien, là, les panneaux de signalisation, la barricade. Mais c'était un match qui était plutôt moyen. Puis environ une durée de 10 minutes. Puis je trouve on n'a pas réussi à réchauffer la foule. D'ailleurs le but de l'opener, justement. Puis j'étais un peu déçu. C'est pas nécessairement aussi des gars que je connaissais comme New Church, bon, à part Kizerny, un peu sur son run à la WWE, mais sinon c'est pas nécessairement des mecs que j'apprécie, que je connaissais. Par exemple Slash, je l'avais jamais vu parce que je suivais pas la TNA à cette époque-là non plus comme Sébastien. En fait, je suivais pas le catch du tout. Puis c'est ça. LAX, comme dit Sébastien, il manque un peu de. On pensait, il y avait pas la même alchimie que d'antan. Puis je sais pas, Homicide, c'est pas un mec, je sais pas, depuis les dernières années, il me semble qu'il était c'est une pente descendante depuis il avait fait son retour à la ROH et tout. Donc c'est pas nécessairement un mec qui est intéressant de ramener en ce moment, en tout cas. Ouais, bah ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'il est un peu rouillé, bah, comme le disait Sébastien, il me semble aussi. Et puis, bah, c'est vrai que la déception, bah, c'est bien Alex, parce que bon, les deux autres, il n'y a pas beaucoup d'attente. J'ai été assez agréablement surpris par Slash quand même, qui a de l'expérience, il a quasi 40 ans, mais bon, ça va, il est pas rouillé du tout. Enfin, il me semblait assez bien à l'aise, c'est lui qui a amené les moves, voilà. Bon, et Kizarni, enfin, Sinbody, pardon, fidèle à lui-même, et des tenues extravagantes, mais bon, pour une fois, ça va, il s'est pas trop fait remarquer en nullité, donc ça passait. Bon, si personne n'a quelque chose à rajouter, on peut passer à l'excitante suite. C'est parti pour la suite. Avec un hardcore match féminin. Eh oui, c'est assez rare pour être souligné, et là c'est assez exceptionnel aussi, qui opposait ODB à Jackie Moore, qui a duré 9 minutes et 16 secondes quand même, remporté par ODB. Alors petite précision, bon ODB, bon évidemment on la connaît, elle est régulière,
Elle est surtout arbitre des knockouts actuellement à TNA. Et Jackie Moore, elle, en 2007, elle était la manageuse de James Storm. Puis ensuite, manageuse de Beer Money, quand Bobby Roode s'est joué à James Storm, jusqu'en 2009. Mais niveau catcheuse, alors qu'elle approche de la cinquantaine, elle a quand même déjà une expérience assez solide en match costaud, parce qu'elle était du premier match en cash féminin à Lockdown en 2007 qu'elle avait perdu contre Gail Kim, contre qui était en rivalité croisée avec associé à James Storm. Et ensuite, elle a disputé un street fight où elle avait perdu quelques dents, donc pour dire qu'elle était quand même habituée à du truc dur. Et elle était revenue aussi après le 13 juin 2011 avec ODB. Les deux étaient en heel, elles étaient pas sous contrat, elles attaquaient Velvet Sky. Et puis en fait, après, bon, bah, elles ont eu un contrat, mais ça a pas duré longtemps pour Moore qui était parti dès septembre. Donc voilà. Et qui a eu un bon palmarès aussi à WWE, championne cruiserweight une fois, 2 fois championne féminine. Donc un bon CV, mais là malheureusement le match était peut-être pas excellent. Je sais pas ce qu'en pense MP. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on a vu ce que tu as parlé de toute l'historique entre ces deux-là, justement, ces deux compétiteurs. On a un petit vidéo avant le match. Je trouvais que c'est un bon ajout de la part de la TNA d'ajouter ces petites vidéos-là. On a vu plusieurs, justement, durant le pay-per-view, pour plusieurs matchs, justement, pour résumer l'historique de certains matchs hardcore, comme le Monster Balls, plus tard qu'on va voir. Mais c'est une belle petite touche que j'ai bien aimé de ce côté-là. Sinon, ben, je trouve que c'était meilleur que le premier match déjà. Mais c'était pas un grand match. On a eu plusieurs objets plutôt insolites qui ont été utilisés, comme la crème solaire, le vaseline, le balai, le voile, des produits pour les cheveux, la poudre pour les pieds. J'en ai noté quelques-uns, justement. Mais ouais, je trouve que peut-être qu'on s'est un peu trop perdu là-dedans. Je pense qu'on aurait peut-être dû utiliser les objets les plus normaux, là, comme les Singapore Cane ou les poubelles. Puis en tout cas, c'est pas été un grand match selon moi, pas eu beaucoup d'action, mais je veux dire, pour un deuxième match, j'ai pas été hyper déçu non plus, mais surtout vu les deux noms, là, je m'attendais pas à un grand match non plus, mais c'était pas super. Et Sébastien a adoré le côté hardcore. Adorer le côté hardcore, je sais pas trop où tu le vois le côté hardcore, parce que ouais pour moi c'est plutôt vraiment un match que j'assimilerais à de la comédie en fait, peut-être du hardcore second degré, parce qu'il n'y a pas vraiment de prise de prise au sérieux entre les deux catcheuses même, et j'ai l'impression que c'est plus un match qui a été placé là pour faire respirer la foule alors que c'est que le deuxième match. Ça m'a un petit peu surpris de ce côté-là. Après, en même temps, voir ODB et Jackie Moore sur le même ring se battre avec des objets, ouais, c'est pas vraiment ce qui m'attire au premier coup d'œil, on va dire. Hein. Moi, j'ai pas aimé ce match et je suis passé rapidement à la suite. Mais ouais, non, mais ça se comprend, ouais, parce que c'est vrai que les matchs féminins, bah déjà on voit encore. Ouais, ben là c'est sûr que là c'était assez guignolesque comme tu le disais, ouais, ça c'est sûr. Si on va avoir un bon match justement hardcore, on a celui entre Gail Kim et Taryn Terrell qui a un Last Woman Standing qui a été plus tôt cette année. Puis on a même eu le ladder match à Impact hier, qui est d'une très bonne qualité aussi. Donc je pense que c'est mieux d'aller de ce côté-là Et oui, pour avoir. Oui, c'était beaucoup plus hardcore parce qu'effectivement, oui, tu parlais du ladder match. Taryn Terrell a tweeté après des photos de sa jambe qui était couverte de bleu suite à le figure four que Gail Kim a exécuté contre l'échelle. C'est vrai qu'on peut saluer les performances de Taryn Terrell et Gail Kim qui se sont vraiment données à fond pour la série de matchs Slammiversary et le ladder match de Impact. On peut le voir, ouais, comme tu l'as dit, aussi sur les hématomes qu'ils ont un petit peu partout sur le corps, mais c'est vrai que ça fait plaisir à voir un tel engagement dans un match féminin, chose qu'on ne voit plus dans d'autres fédérations. Ah oui, c'est pour ça que là, tout à l'heure, j'aurais tracé l'historique. Moi, j'aurais trouvé plus une logique à faire un match entre Gail Kim et Jackie Moore, parce qu'au début, là, je comprends pas trop. Je sais qu'elles étaient il y a pas longtemps associées, mais bon, voilà. Mais l'histoire des matchs sévères, la Street Fight et compagnie, c'était à Gail Kim. C'est pour ça que j'ai pas compris. Enfin bon, ça aurait été meilleur, je trouve, mais bon. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de décisions qui sont surprenantes dans ces One Night Only. On va le voir plus tard avec certains catcheurs qui ont fait leur retour, qui ont été un petit peu étonnants, je trouve. Eh oui, mais ça ce sera dans 2 matchs. Donc s'il n'y a rien à rajouter, on peut passer à l'OVNI, je crois, du show.
Oui, on peut passer au match le plus intéressant, je pense. Oh, Comme de tu très disais, loin, Christy. oui. C'était un ladder match par équipe entre Bad Influence, le Kazarian et Christopher Daniels, qui affrontaient Generation Me, qui était de retour. On les avait déjà vus dans le tournoi par équipe précédent Joker Wildcard Tournament, où ils avaient passé un tour et puis ils avaient été éliminés ensuite par Team 3D. Donc c'est Max et Jeremy Buck, faut pas trop s'en mêler parce que sinon c'est habituellement les Young Bucks, Matt et Nick Jackson. Le match a duré 13 minutes et 30 secondes, c'est dommage, ça aurait pu durer plus longtemps, mais c'est déjà pas mal. Et remporté par Bad Influence, et qui a ainsi remporté 20 000 dollars quand même, qui était mis en jeu. Ce qui est plutôt pas mal, et puis qui récompense une excellente activité, je pense, dans ce match. Je sais pas ce que t'en penses, Sébastien. Précisons tout de même que les 20 000 dollars ne sont pas vraiment attribués, c'est plutôt une gimmick pour le match, pour les donner de l'intérêt, faut peut-être le préciser. Oh bon, Sinon, vous pouvez rêver, c'est pour ça. je vois mal la TNA sortir 20 000 dollars comme ça, mais bon, ça c'est une autre histoire. Non, pour revenir au match, c'est vrai que c'est difficilement contestable de dire que c'est le match de la soirée. On s'est pas ennuyé du début à la fin. Deux équipes qui sont très bonnes, notamment Generation Me. Que j'ai toujours des regrets de les avoir vus partis il y a de cela maintenant 2 ans sans avoir été une seule fois champion par équipe. C'est vrai que je trouve qu'ils le méritent amplement, mais malheureusement ils n'ont pas les bonnes grâces des officiels. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Ouais, sinon le match, je retiendrai surtout le spot, le fameux spot où je crois que c'est Jeremy Buck qui tombe d'une échelle, qui prend appui sur les cordes et qui fait une espèce de 40-50 splash à l'extérieur. J'ai eu du mal sur ce coup, qui retombe sur Daniel. C'était vraiment le gros moment du match. Une innovation complète, je crois, ça n'a jamais été vu, ce genre de mouvement avant. Donc il y avait aussi pas mal de recherches, ouais. C'est ça qui était intéressant. Et MP, donc tu t'es régalé, j'imagine. Ben, je suis d'accord avec vous. Pour ce match-là, j'ai trouvé ça super, surtout que Bad Influence n'était pas encore TNA. Ben, ils étaient là, mais l'équipe n'était toujours pas formée, je pense, quand Jim Cherami s'est en allé de TNA. Puis là, on a formé en fait un dream match, quoi, qu'on n'avait jamais vu. Donc, je trouvais ça intéressant de pas nécessairement faire renaître une rivalité, mais d'en créer une nouvelle, quoi. Oui, d'ailleurs, le spot de Sébastien qui a mentionné, je trouvais que c'était le meilleur moment du match. Il y avait aussi vraiment des beaux spots, par exemple, quand au début du match, justement, Kazarian a fait un beau cutter de l'échelle. Je trouvais ça un très beau spot que tu peux penser, par exemple, qu'il y aurait eu dans les grands TLC dans les années 2000, même si c'était pas au même niveau de qualité, surtout par le manque de longueur du match, mais je trouvais que c'était vraiment un grand match, puis c'est un peu ce qui a sauvé le show, quoi. Et oui, puis on a vu aussi pas mal de travail d'évitement aussi des échelles, notamment par Jeremy Buck, qui s'est pas mal illustré sur ça. Donc des phases assez inédites quand même, et puis il y avait pas mal de vivacité, ils se sont bien engagés, c'est vrai que c'était un dream match qu'on attendait, et puis qui a fourni, on va dire, ce qui était attendu, donc vraiment, il n'y a pas de problème. Puis aussi, je trouve qu'ils n'ont pas hésité à justement aller chercher, essayer d'aller chercher le contrat rapidement. Des fois, dans les leather match, du côté psychologie, des fois, on essaie trop de justement faire le spectacle, mais on garde pas le côté réaliste en essayant de chercher le contrat. De ce côté-là, le côté de psychologie, c'était bien réussi aussi parce qu'on essayait souvent d'aller chercher le contrat, puis ça menait à souvent les bons spots au niveau de l'échelle. Donc, je trouvais ça bien de ce côté-là aussi. Et Sébastien, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est malheureux parce que dès que les matchs sont très bons, on a en général peu de choses à dire, mais c'est encore le cas cette fois-là. Et oui, c'est le prochain, je sens qu'on aura plus de choses à dire, déjà pour présenter. Il y a déjà pas mal de monde. Mais ce match-là, vous pourrez aussi le retrouver sur Instant Catch, commenté par moi-même et Vincent, juste cet après-midi, tiens, donc c'est tout frais. Voilà, je pense que vous allez vous régaler. Par contre, je sais pas sur le suivant, il est pas dans Instant Catch, c'est sûr, je vous le dis d'avance. C'est Gauntlet Hardcore Match, qui opposait, alors, 1, 2, 9 hommes, oui, c'est bien compté. Ouais, c'est ça. Sacré mélange, avec, dans l'ordre d'apparition, c'était, il rentrait toutes les 2 minutes. Donc d'abord Devon Storm et Little Guido ont commencé.
Alors Devon Storm, petit truc, son nom habituel c'est Crowbar d'habitude. Il est passé déjà à TNA sous le nom de Tempest tout à l'heure dont je vous ai parlé, qui est passé dans Church et qui a été champion hardcore à WCW. Il y avait aussi donc Little Guido, lui pas mal connu sous le nom de Nunzio évidemment, qui surtout illustré à l'ECW et qui était en 2010 du pay-per-view Hardcore Justice et qui ensuite était dans le clan Heavy 2.0 donc et ensuite même à la King, donc il est toujours resté un petit peu à la TNA. Ensuite, bon, on va passer rapidement. Donc, Crimson, Sam Shaw, Johnny Swinger qui lui était aussi un ancien de la TNA, qui était en équipe avec Simon Diamond. Donc voilà, rien de plus à dire de spécial. Qui a été champion par équipe quand même, c'était entre 2003 et 2005. Ensuite, Funaki, alors lui c'est l'invité spécial parce qu'il est jamais allé à la TNA, aucune histoire à la TNA, bien sûr, on le connaît de la WWE où il a été hardcore champion. Ensuite, on a Gunner, donc le tout frais, assez récent champion par équipe, qu'il était tout juste, je crois, limite à l'époque, en tout cas ils en parlaient aux commentaires, donc bon, je pense qu'il était. Un retour, Tuchel Scorpio, l'ancien High Flyer de l'ECW, qui était aussi au pay-per-view Hardcore Justice en 2010. Et puis enfin, le dernier arrivé, et puis premier servi finalement, Shark Boy, c'est lui qui a gagné, donc sous la gimmick de Stone Cold Steve Austin, celle qu'on lui retrouvait tout récemment lors de quelques récentes apparitions, parce que c'est un peu, sans faire le jeu de mots, mais c'est un peu un serpent de mer. Et le match à l'arrivée, ça a été le plus long, il a duré 19 minutes 26 secondes, il est donc remporté par Shark Boy. Donc Sébastien, qu'as-tu pensé un petit peu de ce modèle de gauntlet, peut-être? Ouais, non, honnêtement, moi j'ai eu l'impression de voir un mauvais main event de mauvaise fédération indie aux États-Unis. C'est vrai que la liste des catcheurs me fait pas du tout rêver. Pour ce show hardcore, je m'attendais plus à voir d'autres légendes du catch hardcore, comme par exemple Raven ou encore Tommy Dreamer, qui ont été à la TNA à une époque. Et là, on se retrouve avec des gars qui soit c'est des jobbers, soit c'est des petits lutteurs qui ont une toute petite notoriété. Donc c'est vrai que ouais, j'ai pas été content de cette liste de participants. Après, le match en lui-même est beaucoup trop long pour ce qu'il devrait être. Et surtout, j'ai vraiment eu du mal à m'intéresser à ce qui s'est passé dans le ring. Et même la victoire de Shark Boy m'a surpris parce qu'en général, la TNA il fait gagner dans les One Night Only des catcheurs qui sont dans la compagnie, alors que Shark Boy n'y est plus officiellement. Mais c'est aussi le coup du poisson que je retiendrai qui m'a fait un léger sourire, mais et c'est vrai que le match en lui-même est plutôt mauvais. Ah oui, d'ailleurs, il y avait un petit chant de public sur le petit requin. Je l'ai plus en mémoire là, mais c'était assez marrant. Oh les fiches, oh les Ah voilà. fiches. Ah ouais, non, ça c'était tordant, ouais. Mais c'est vrai que c'est particulier. C'est vrai, moi j'aurais vu Gunner, mais apparemment il avait pas un statut face dans ce match. C'était même associé à Crimson sur la fin, j'ai pas compris. Bon, je sais bien que les deux, ils ont déjà été associés brièvement, je crois, par le passé. Mais bon, voilà. Après, c'est sûr que le truc bizarre, il y a eu deux virées dont on reparlera plus tard. Et puis, bon, des gars qui sont pas apparus, certains cramés. Et puis le rythme, les entrées toutes les 2 minutes, c'est vrai, ça donne pas un gros rythme. Donc, le Holy Fish, qu'en as-tu pensé, MP? Moi, j'ai pas autant détesté que vous. Je pense que c'est surtout un match à prendre au deuxième degré ou même troisième degré parce que t'as des Funaki, t'as des Shark Boy là-dedans. Plutôt un match comédique. Puis j'ai pas autant eu de problème avec ce match-là. C'est sûr que c'était un peu long, là, je dois l'avouer parce que faut que tu fasses rentrer 9 personnes dans le match aussi, là. Mais ça a pris du temps aussi à prendre du rythme. Mais une fois qu'on était rendu au dernier entrée, je trouve que c'était mieux. Surtout de revoir Tuchel Scorpio, moi j'ai bien aimé. Parce qu'il peut encore lutter, il peut encore faire des trucs sympas. Mais ouais, c'était pas un grand match, je dois l'avouer. Mais j'ai bien aimé revoir des Shark Boy, Tuchel Scorpio, Funaki. De ce côté-là, je trouvais ça plaisant. C'était un match un peu pour se détendre entre deux matchs, quoi. Mais c'est sûr que si on veut chercher un match de lutte en tant que tel, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Mais pour voir un peu de comédie, j'ai pas autant, j'ai pas été
Moi, j'avais pas été déçu du côté comédie, quoi. Hey, j'ai oublié d'ailleurs, Jérémy Borash, on peut voir que il a été vraiment cloné dans ce match-là, puisque il faisait les commentaires et devait annoncer les entrées et ceux qui étaient éliminés. Donc, des fois, on avait Jérémy Borash qui parlait aux commentaires, 2 secondes après, devait annoncer un mec. Donc, on voit vraiment la magie de l'enregistrement. Ah oui, parce que oui, ça c'est sûr. À lui chapeau, hein, parce que même dans les autres shows, on le voit tout faire, annoncer, tout faire. Lui, c'est incroyable. Il se charge même de lancer les musiques et tout. Alors, phénoménal. D'ailleurs, cette anecdote concernant Borash, c'était C'est pire qu'elle vient. lui qui a monté le show de télé-réalité, là. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais le truc qu'il y avait entre les compétiteurs en Angleterre, là. British Bootcamp. Ouais, c'est lui qui montait tout le show avec un ordinateur, justement. Il s'occupait pas juste, justement, de participer à l'écriture ou tout ça. C'est vraiment lui qui presque qui montait de A à Z, quoi. Donc, quand on voit que la TNA, c'est quand même un petit domaine, quoi. C'est pas non plus la WWE qui a des équipes assez énormes pour écrire les shows. Par exemple, du côté créatif, on a plusieurs équipes de scripteurs avec plusieurs niveaux. Par exemple, t'as les scripteurs en chef, t'as les scripteurs qui font juste écrire, par exemple, une version, un brouillon du show, puis après c'est vérifié par plusieurs autres équipes. Mais là, du côté de la TNA, c'est quelques personnes qui participent justement à l'écriture de A à Z d'un show, quoi. Et puis surtout que là, c'est vrai qu'il y a des gars qui ont énormément de responsabilités. Et puis Borash, il y en a encore plus parce que depuis que Todd Kenley n'a plus été reconduit bizarrement au poste de commentateur, c'est vrai que ça lui donne à chaque fois, il est un peu obligé d'être encore plus présent chaque semaine. Donc, le chapeau à lui, quoi. En tout cas, j'ai été ravi d'apprendre que c'est lui qui faisait les commentaires plutôt que Taz. Parce que sur le dernier enregistrement de One Night Only, Oh on là peut là. se dire qu'il était assez insupportable. Hein. Oh oui, c'est vrai qu'on l'avait remarqué d'ailleurs. Je me rappelle lors du podcast qu'on avait fait sur le pay-per-view Extravaganza là, qui était consacré à l'X-Division, c'était une catastrophe. Ouais. Dans ce rôle de membre des Season 8, se clashant dans tous les sens. Enfin bon. Non, mais là c'était mieux. Voilà, les commentaires au moins ils étaient bien sérieux. Donc, s'il n'y a rien à rajouter, on peut passer au match suivant. Oui. Avec le chouchou de beaucoup, je crois, dans l'équipe. Mais on va y passer. Donc, c'est le match par équipe 3 contre 3. C'était un match par élimination. Entre d'un côté les Season 8 qui étaient représentés par Knox, Maurice Briscoe et Doc. En face, il y avait James Storm, Magnus, et puis alors le complet intrus qui a été appelé, on va dire, entre guillemets, dans la story par James Storm, Bob Holly, celui qui a été 6 fois champion de corps à la WWE, qui est très controversé, et puis qui, voilà, là, a débarqué. Et à l'arrivée, l'équipe James Storm, Magnus et Bob Holly l'a emporté. James Storm était le dernier restant et il a donc battu par tomber finalement Doc. Finalement, c'était 2 capitaines d'équipe, il me semble d'ailleurs. Et le tout au bout de 12 minutes 53 secondes. Je me demande qu'est-ce qui aurait pu être pire entre Chris Harris et Bob Holly. Mais je sais pas quoi décider. Bon, il y en a un, c'était l'ancienne de la TNA, donc il aurait pu avoir plus de... C'est vrai, Chris Harris aurait pu être là d'ailleurs, ça aurait été plus sympa, je trouve. À James Storm. Mais bon. D'ailleurs, qu'as-tu pensé du match, MP? Ben moi je trouvais que c'est un match très mauvais, quoi. Justement, à la fin, je sais pas si t'as pas parlé des éliminations, mais Oui, c'est vrai ils que... sont tous faits ils sont Non, tous fait éliminer en même temps, quoi. après, en 45 secondes, les 4 autres, ouais, ils se sont éliminés les uns après les autres. C'est fou ça. Et puis avec un rythme linéaire, hein, c'est un d'une équipe, un de l'autre, enfin voilà. C'est vrai que Quand là, tu parles d'une mauvaise utilisation d'une stipulation, quoi, c'est l'exemple parfait, je pense. ouais. Euh, et sinon, ouais, c'est un match plutôt ordinaire, quoi. La même recette que d'habitude, t'as Magnus qui se fait battre dans un coin, quoi, pendant presque tout le match, puis finalement t'as le retour des faces avec le tag, puis c'est ça, ils s'éliminent un après l'autre, puis finalement t'as James Storm qui fait son Last Call Super Kick sur Doc pour gagner le match.
mais c'était pas un grand match non plus. 12 minutes, puis il n'y a pas grand-chose de mémorable dans ces 12 minutes. Il y a peut-être l'Alabama Slam de Holly sur Knox que j'ai trouvé peut-être un peu spectaculaire, parce que quand même Knox c'est pas un mec léger, mais sinon il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match-là, sauf peut-être les lunettes de Doc que j'ai trouvé pas mal. Je trouvais que faisait bizarre de voir Doc avec des lunettes. C'est pas mal ça. Ça faisait délirer, oui. Et Sébastien, quand tu pensais de ce match qui mettait quand même en scène le clan principal avec face à 2 hommes en feu, en tout cas actuellement à Tiennet. Ouais, ça m'a pas emballé non plus, hein. C'est à l'image du retour de Bob Holly. J'étais assez indifférent finalement, parce que je me rappelle aussi la fin de match. C'était une fin de match qui était similaire à celle qui avait lieu à Lockdown, je crois. Il y avait un match à 4 équipes. Et c'était un match assez long et finalement elle s'est terminée sur une succession d'éliminations en quelques secondes. Et c'était la même formule qui a été utilisée ce soir-là à One Night Only. Et c'est vrai que à part une victoire de Storm encore une fois à One Night Only, j'ai pas vraiment apprécié le spectacle. Hein. Je sais même pas trop quoi dire là-dessus. Ah, une petite remarque sympa d'MP, oui, que Bob Holly, c'était surtout pour faire sa promo finalement qu'il est venu, quoi, pour son livre. C'est Oui, une autobiographie ou... un petit chèque facile, 12 minutes dans le ring, et puis t'as une belle pub pour ton livre, quoi. Je sais pas, mais... C'est quoi comme livre? Une autobiographie ou... Oui, c'est une autobiographie d'ailleurs qui est en vente un peu partout sur le web d'ailleurs. Puis c'est un livre qui raconte un peu son parcours vu par lui, quoi. Parle de ses nombreuses disputes des fois qu'il a eu, par exemple l'incident avec Tough Enough qu'il avait eu, je pense, dans Tough Enough 2. Enfin, je me rappelle plus trop, mais ouais, c'est ça, il en parle des incidents qu'il a eu dans sa carrière et tout, donc c'est bien. J'ai entendu des belles choses, de belles critiques de ce livre-là, donc peut-être le lire un jour. Ah ouais, un personnage particulier, c'est sûr. Ouais. Valait mieux pas être en face de lui, pareil. Mais ouais, non, mais sinon, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à vous. C'est vrai que j'étais déçu du manque de rythme et surtout ça, et puis de la stipu qui était assez mal employée, voilà. Donc, on peut passer à la suite, je pense. Ouais. Avec un Monsters Ball match. Le match par accord signature de la TNA. Bon, le gros problème, c'est que celui qui est tout le temps engagé dans ce genre de match, il était à la fois là, mais pas vraiment là, parce qu'en fait, c'était Joseph Park et pas Abyss. Et qui J'ai pas compris. Oui, vas-y. Ouais, désolé de te couper pour aussi, mais j'ai pas compris de pourquoi on a utilisé Joseph Park à la place d'Abyss, là, mais ça m'échappe toujours après avoir vu ce pay-per-view. Et ils ont essayé de vendre ça en plusieurs fois, en fait, parce qu'au lancement du pay-per-view, en coulisses, c'était James Mitchell, l'ancien grand manager. Pour moi, d'ailleurs, je pense que vous allez sûrement être d'accord. Moi, Sébastien, je sais pas si MP t'as connu trop cette période, je pense pas. Mais lui, c'est sûrement le plus grand manager qu'il y ait eu à la TNA, avec peut-être coach d'Amoré dans un autre genre bien sûr, manager de la Team Canada, et là qui était venu à Judas Messias, et il voulait en fait refaire la rivalité d'il y a 5 ans avec Abyss, et il demandait t'as intérêt à ce que ce soit Abyss qui soit là, sinon c'est toi qui vas y aller sur ring. C'est comme d'accord. Mais d'ailleurs, j'ai déjà vu la période que j'ai commencé à suivre le catch, c'est d'ailleurs la période où on a eu cette feud-là. Donc, je suis quand même assez familier avec cette feud-là. Puis, je suis d'accord avec ta remarque aussi de James Mitchell, c'est un mec que j'adorais voir parce qu'il est très convaincant dans son rôle. Puis, c'est un mec qui vraiment prend le personnage à cœur, quoi. Ah oui, déjà on l'avait vu donc manager de la New Church au tout début, mais là il avait atteint un maximum en manager d'abord Abyss et après plusieurs catcheurs dont Judas Messias, le Mexicain, qui maintenant s'illustre à la A où c'est une pure légende. Pour revenir rapidement au match, elle a été remportée par Joseph Park après 12 minutes et 19 secondes. Alors pour la petite histoire rapidement, le personnage de Judas Messias, ça s'était révélé être dans la story le demi-frère d'Abyss, dans une histoire révélée par James Mitchell. Ça avait donné une rivalité extrêmement sanglante avec un match hardcore à Final Resolution 2007 que Messias avait gagné. Puis ensuite, Against All Odds, pour commencer 2008, il y avait eu un Barbed Wire Massacre match, voilà.
en anglais. Et Abyss avait gagné, mais avec beaucoup de sang, comme on l'a pu voir dans le clip vidéo de présentation. D'ailleurs, ça changeait un petit peu du match. Je sais pas ce que t'en as pensé, Sébastien, du match en lui-même. Ah bah ce Monster Bolt match était à l'image du pay-per-view, c'est-à-dire c'est du hardcore plutôt léger. C'est vrai que j'avais suivi aussi cette rivalité en 2008 avec Abyss et Messias, et là c'était véritablement du hardcore avec du sang, l'utilisation de punaises, de barbelés, de glace brisée également, je crois. Et ça, c'était une époque extrêmement violente qui avait mis la TNA sur la carte du monde hardcore, j'ai envie de dire. Et là, ce soir-là, c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé ce qui nous avait fait plaisir il y a des années auparavant. Mais bon, en même temps, avec Joseph Park, on peut pas. Enfin, ça change complètement la physionomie du match, hein, puisque Joseph Park est censé être un avocat qui est encore un petit peu débutant, etc. Donc, il peut pas se mettre à sortir des manœuvres extrêmement dangereuses et hardcore comme son frère Abyss. Il y a eu quelques petits clins d'œil sympas avec notamment le coup de la râpe à fromage là qui m'a fait un petit peu sourire. Mais c'est vrai que globalement j'étais déçu que ce soit Park et pas Abyss qui était choisi et on a encore une fois revu la même fin habituelle, c'est-à-dire que Joseph Park commence à saigner, tout d'un coup il se met en transe et il parvient à terrasser son adversaire. Ça c'est un coup qu'on a vu et revu et on y a encore eu le droit cette fois-ci et c'est vrai que c'est assez répétitif au final. Mais MP, t'as pensé quoi? Je suis pas d'accord avec Sébastien, puis je trouve qu'aussi on l'a appelé un Monster Buzz match, puis on a eu une belle vidéo là-dessus sur les autres Monster Buzz. Puis là, ça souffre nécessairement de la comparaison avec les autres, quoi. Parce que c'est pas du tout le même style de match, c'est plutôt avec Joseph Park, on a plutôt des matchs de comédie un peu, sur le coup de la râpe à fromage notamment, comme Sébastien a mentionné. Mais ouais, c'est ça, c'est un peu une autre catégorie de match justement, puis c'est un peu dommage parce que là on cherche vraiment du hardcore dans ce pay-per-view-là, on cherche pas nécessairement de la comédie. Surtout qu'on avait déjà eu avec l'autre match d'avant, donc peut-être un peu trop de comédie, et on cherche le hardcore là-dedans, quoi. Mais c'est vrai que j'ai cette même déception que vous de pas avoir vu Abyss, bien sûr. Mais après, compte tenu des paramètres du match, c'est vrai que j'avais une attente assez basse et finalement, bon, ça m'a, j'ai pas, ça va, j'ai pas non plus détesté quoi le match. C'était plutôt sympa, on va dire, avec un Joseph Park plus appliqué que d'habitude. Après, c'est vrai que le schéma habituel, bon ben voilà, c'était écrit. Et puis Sébastien, tu ciblais les râpes à fromage avec notamment Joseph Park qui adorait cibler l'entrejambe de Messias. Je sais pas pourquoi, c'est une obsession de l'émasculer complètement. Donc voilà, après, bah, c'est vrai que jusqu'au bout, même à l'après-match, là, il enchaîne avec James Mitchell qui monte sur le ring et qui le provoque et puis bah, qui se prépare à faire le choc slam et puis d'un coup qui revient à ses esprits. Ça, on l'a vu déjà plusieurs fois dans les shows weekly, donc bon, c'est classique quoi. Et en fait, pour moi, ce match-là, il était un peu symbole du pay-per-view dans le sens où bah, ça aurait pu être hyper hardcore comme on l'a déjà vu là, entre ces deux hommes. Mais évidemment, avec une gimmick différente de Park, bah, c'était différent. Et puis finalement, hardcore, mais sans l'être finalement. Bah, ça a voulu être hardcore ce pay-per-view, mais ça l'a pas trop pété. Ça, c'est le symbole pour moi. J'ai l'impression aussi que ce match-là souffre un peu de la qualité des autres, parce que si par exemple les autres matchs auraient été meilleurs, ben ce match-là, ça aurait été quand même un petit moment de détente peut-être entre les matchs, mais finalement, vu que tous les autres matchs étaient plutôt moyens, ben là, ce match-là, il reste dans la qualité des autres, quoi. Il se démarque pas, puis on a hâte qu'il se finisse, quoi. Bon, bah, d'ailleurs, c'est vrai que ça lance, on dit tout le temps en général que la qualité du premier match parfois lance la qualité du pay-per-view. Là, c'était pas trop le cas. Il y en a eu un excellent au milieu, mais voilà, après ça a pas trop suivi. Donc bah voilà, après ça a atteint à mon avis le main event dont on va parler. Si Sébastien quelque chose à rajouter peut-être. Non, c'est bon, on peut passer au main event. Dans le main event, c'était un tables match entre la Team 3D. Bah, on croyait que c'était arrêté, mais finalement, bah, ils la reprennent pour quelques occasions. Déjà lors du fameux pay-per-view, la dernière fois, Joker's Wildcard Tag Team Tournament. Et donc Bully Ray et Devon, les deux comparses des Season 8,
affrontait Brother Hunt, plus connu sous le nom de Spike Dudley sinon, mais Brother Hunt c'est son identité à la TNA qu'il avait eu déjà à l'époque où il était associé à Bully Ray et Devon. Et il a évidemment un partenaire, on va dire très connu de la Team 3D, qui pour moi n'était pas du tout une surprise. Je sais pas pour vous, Jeff Hardy. Ouais, non, c'était assez prévisible finalement tout au long de la soirée. On pouvait s'y attendre que Jeff Hardy soit présent dans ce show-là. Ah oui, surtout dans ce genre de match, sachant qu'il les connaît par cœur les gars autour de lui. Donc, Et le match a duré 9 minutes 54 secondes. Est remporté par Jeff Hardy et Brother Red. Et mine de rien, à part le ladder match, je crois que il y a que des faces qui ont gagné ce soir-là. Pour revenir rapidement au parcours de Brother Hunt, il a été quand même 8 fois champion hardcore à la WWE, donc ça illustre un peu sa présence qui est somme toute logique dans ce pay-per-view, je trouve. Et voilà, ensuite, il était apparu la dernière fois à Hardcore Justice en 2010, dans un match à 3 où il a perdu contre Rhino, il y avait aussi Al Snow dans le match. Donc vous pensez surtout de ce finish controversé, je dirais, MP? Mais un finish qui est venu très rapidement, j'ai l'impression. 12 minutes seulement, je pense, de ce que j'ai ici. Puis pas beaucoup de tentatives de gagner le match. Je pense que c'était juste la deuxième tentative de placer un mec sur la table et d'essayer justement de gagner le match. Puis c'est un début de match en plus lent, presque un début de match tag team normal. On n'a pas utilisé un peu la règle tornado d'y aller avec tous les 4 mecs en même temps. On a commencé ça en tag match classique, ce que j'ai trouvé bizarre, surtout que c'est un match très court, puis on aurait dû monter l'intensité plus rapidement, vu que tu as justement 12 minutes seulement, donc essaie de concentrer ces 12 minutes-là, d'avoir le plus d'action possible dans ces 12 minutes-là. Finalement, je commençais à apprécier le match, et là, ça s'est terminé rapidement, donc je trouve que c'est dommage. Puis j'aimerais aussi noter l'excellente promo de Bully Ray avant le match, d'abord en backstage, mais par la suite sur la ring. Puis il nommait par exemple des noms de gars que ça pourrait être les partenaires de Spike Dudley comme ou Brother Hunt à Tena. Puis il a dit par exemple, il a nommé Dreamer, Sandman, Sabu, même Baz Maloney aussi qui aurait pu être le partenaire seulement de Brother Hunt. Mais je trouvais ça bien de justement de peut-être essayer d'amener un effet de surprise, là, mais je pense que Jeff Hardy était quand même assez prévisible. Mais c'était quand même un bel effort de Bully Ray, qui est toujours excellent au micro, quoi. Et oui, surtout, oui, c'est sûr qu'ils ont surfé sur cet effet, parce que c'est vrai que avec Devon, à l'époque, et Spike, à l'époque, dans les années 90 à ECW, il y avait énormément d'actions, de la folie. C'était surtout là qui s'était illustré. Ensuite, au tout début, dans les fameux ladder match, notamment un tables match qu'il y avait à WWE au tout début des années 2000, voilà, c'était un peu reconstruit. Et sinon, une petite remarque, en fait, Bully Ray n'est pas apparu avec le titre de champion TNA. Ça, j'ai trouvé assez curieux, quand même. Qu'il soit pas apparu avec. Je sais pas ce que t'as pensé, Sébastien. Bah moi ça me surprend pas dans la mesure où le pay-per-view est enregistré et on sait très bien qu'il sera diffusé des mois après, donc qui sait, si ça se trouve Bully Ray aurait pu se blesser ou peut-être que les plans auraient pu changer et qu'il y aurait eu un nouveau champion du monde entre temps, donc je pense que la TNA n'a pas voulu prendre ce risque, donc j'ai pas été choqué là-dessus. Mais ça a été filmé en mars, non? Ouais, c'est ça. Le 20 Mais mars. est-ce qu'il avait gagné il avait déjà gagné le titre? Oui, il avait gagné parce que déjà, il était un membre des Season Ace, là, en fait, dans le pay-per-view. Ah donc oui. c'est une indication. Quelques jours après, finalement, quoi. Oui, voilà. Un peu après lockdown, ouais. Ouais, je suis un peu d'accord avec Sébastien. C'est un peu un risque parce que là, tu sais pas quand tu vas voir enlever le titre. Par exemple, si je sais pas, Bully Ray, il se blesse ou un truc du genre, là, tu vas peut-être devoir amener le titre. Tu vas pouvoir mettre le titre vacant ou un truc du genre. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose sur ces pay-per-view-là de pas montrer les ceintures autant majeures, le titre World Heavyweight que le titre Tag Team ou cette exhibition, parce que sinon tu sais pas trop qu'est-ce qui va arriver. Des fois des fans contrats un peu comme Rob Van Dam qui s'en va, donc tu peux avoir des problèmes de ce côté-là. Puis d'ailleurs, je trouve ça dommage de les enregistrer à l'avance parce que là on a souvent des problèmes parce que t'as des mecs qui sont partis. Puis d'ailleurs,
C'est dans j'ai vu ça, le cover, la couverture du DVD du One Night Only Joker's Wild Tournament, qui s'est déroulé le mois dernier, je crois. Puis, il y a Joey Ryan sur la couverture qui vient d'être viré, quoi. Ah, c'est vrai que c'est les problèmes des pay-per-view enregistrés, hein. Sinon, Sébastien, je sais plus si tu avais donné ton avis sur le match en particulier. Bon, je vais être juste rapidement donner peut-être mon avis. Ouais, c'est vrai que moi personnellement déjà à un moment donné dans le match, je me suis dit ah bah oui, c'est vrai que c'est un match de table parce qu'en fait, ça m'est totalement sorti de la tête. À un moment, je pensais que c'était vraiment un match classique 2 contre 2. J'avais totalement zappé que c'était un match en table tellement cet objet n'a pas été utilisé dans le combat. Et petit coup de gueule quand même sur la fin, parce que le pay-per-view est enregistré des mois à l'avance, et on a vu que la fin est un petit peu botchée avec la table qui n'a pas totalement craqué au moment où Jeff Hardy a sauté sur Devon, et je pense qu'ils auraient plus largement réenregistré le finish ou réaménager ce petit défaut, parce que comme c'est enregistré justement, ils auraient pu en profiter. Et je comprends pas que la TNA n'ait pas choisi de refaire cet angle-là, mais bon, que voulez-vous? Ça va finir avec un gros spot, à l'arrivée, ça fait un raté dans une assez grosse indifférence. Donc, c'est dommage. Un raté dans une soirée ratée. Ouais. C'est très symbolique finalement. Donc, si on a fait un petit peu le tour, on peut passer au rendu global avec la fameuse note sur 10 qui risque d'être fameuse, j'imagine. Si vous êtes partant. Ben oui. C'est parti. Donc, MP sur 10, quel est ton rendu global du pay-per-view? Moi, j'ai donné 4. Puis, j'ai donné 1 point pour les lunettes de Doc et 1 point, 1 point pour le poisson. Donc, Quelle générosité. Ah oui, pas mal, oui. Et Sébastien, un peu plus généreux. Moi, vu que je ne donne pas les points pour les lunettes et pour le poisson, donc je vais descendre à 3. Parce que c'est vrai qu'à part le match de l'échelle, on ressort pas forcément satisfait de cette soirée. Eh ouais. Ben moi je vais être d'accord avec ta note parce que je vais aussi mettre 3. Et ma note serait encore pire s'il n'y avait pas eu le ladder match qui a une part importante, je dirais, dans la note qui aurait pu vraiment être pire. Et du genre 2, je pense que je mets 1 pour le ladder match. Parce que sinon, ouais, c'est vrai que c'était incroyable. C'était pas un hommage hardcore, donc voilà. À ce qui fait une moyenne très limpide, divisé par 3, c'est très limpide, c'est du 3,33. Voilà. Ah, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait plus une aussi mauvaise note. ben, un petit conseil, allez voir les Monster Buzz ou Bonne Glory, les derniers Bonne Glory, là, Mick Foley contre Abyss, allez voir le match Bonne Glory 2005, le Monster Buzz, qui est très gros match avec Jeff Hardy, Rhino, Raven, je pense. En tout cas, c'est un gros match. Je l'ai d'ailleurs sur DVD, donc c'est toujours un match qui est le fun à voir parce que c'est 15 minutes, mais c'est non-stop, quoi. Donc c'est vraiment cool de le voir, quoi. Eh oui. Ben, il y a 3 ans, ils avaient parfaitement réussi leur pay-per-view hommage à l'ICW, et là, ils ont quand même raté leur truc, ouais. Je sais pas, ils ont fait un pot pourri. Petite réaction, pardon, auditeur de Damcatch qui a dit que c'était un One Night Only très moyen avec seulement le ladder match qui mérite le coup d'œil. Pour le reste, c'est soporifique avec un main event endormissant. Voilà. Endormant. Donc, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec lui, c'est sûr. Donc, s'il y a rien à rajouter, bah, on va le mettre de côté, puis on va surtout se concentrer sur le prochain Why Not Only à août qui va être hyper explosif, lui, par contre. Je sais pas, Sébastien. Sur le papier, ouais, c'est effectivement très très alléchant sur le papier. On va voir si ça se concrétise. Avec par exemple quelques matchs, alors je les ai plus en tête exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Jeff Hardy contre Austin Aries. Exact. T'as Bobby Roode contre James Storm, qui est un gros match aussi. Il y en a un autre qui m'échappe. James Storm contre Bobby Roode. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, Kurt Angle contre Samoa Joe. Voilà, c'est ça, oui. Et ouais. Donc 3 gros matchs, quoi. Eh oui, au moins, oui, parce que c'est vrai que l'affiche, niveau féminin, ce sera Gail Kim contre Red Sky, ce qui est plutôt pas mal. Les deux knockouts, on va dire, représentatives.
Il y a C'est la aussi un célébration des 10 années, quoi. Sonjay Dutt contre Pete Williams contre Kenny King. Oui, effectivement, oui, pas mal tout ça, oui, ma foi. Ça s'annonce bien. Célébration des 10 ans, enfin maintenant un peu plus, mais voilà, globalement ça, quoi. C'était, voilà, avec de grosses rivalités, plus ou moins anciennes, qui vont être sympa à revoir, je pense. J'espère que la foule d'Orlando sera un peu plus animée cette fois-ci. Là, quand Parce même, que hein, là, ce qu'il aurait proposé en face, ça, je comprendrais pas. Ils en sont capables, c'est ça le problème, effectivement. Mais bon, on va se concentrer sur l'in-ring. On verra bien. Donc voilà, après, bon, ben, si on a fait le point sur les One Night Only, on peut passer au bref maintenant. Allons-y. Vous êtes d'accord, voilà. Avec des départs. Donc avec plusieurs contrats qui ont pris fin d'un coup. C'était surtout entre le 2 et le 3 juillet, il y a eu une grosse crise. Ça a commencé avec Madison Rayne qui a été quand même 4 fois champion de knockout et 2 fois champion de knockout par équipe, qui était absente évidemment depuis plusieurs mois parce que elle était enceinte. Forcément, c'était davantage des congés maternité, bien sûr. Et puis là, finalement, fin de contrat pas renouvelé. Donc voilà un départ. Ensuite, c'est beaucoup le gut check qui a été frappé avec Christian York, Sam Shaw, Tyler Hendricks qui ont été virés, et puis aussi Joey Ryan qui est un petit peu arrivé par ce biais. Et l'autre viré, oui. Hendricks d'ailleurs qui a demandé à être libéré de ce contrat. Ils l'ont pas viré. Officiellement, c'est ce qu'on a su dans les news. Ah d'accord, ok. Ouais. Ah ok. Bon, sinon j'ai viré Sam Shaw à l'insu de son plein gré, autant pour moi. Mais par contre, en vrai viré, lui c'est Crimson qui celui à la fameuse streak pendant quelques temps qui n'avait pas grande signification. Il était arrivé en 2010 comme le pseudo frère de Amazing Red et puis qui finalement sans gloire quitte l'affaire. Mais le grand départ en fait à sa demande, c'est Matt Morgan. Je pense qu'on va davantage en parler. Le 10 juillet, suite à sa propre demande, il a quitté la TNA. En fait, depuis un mois, il avait demandé déjà à partir. Donc, il était apparu une seule fois d'ailleurs sur le dernier mois. Son dernier match aura été un match qualificatif pour Bound for Glory Series, qu'il avait perdu le 13 juin. Et il expliquait comme raison, c'est mieux pour ma carrière et ma famille. Il a, comme palmarès, alors qu'il était arrivé en août 2007, il a été 2 fois champion par équipe. Avec Hernandez et Crimson. Et au milieu, il s'était un petit peu désolidarisé d'Hernandez, il avait tenu brièvement les titres par équipe tout seul. Bon, Sébastien, je crois, n'a pas trop apprécié ce départ, je pense. Ah ouais, c'est vrai que j'ai été déçu parce que moi j'ai toujours apprécié Matt Morgan. Je trouve que c'est un talent qui est assez unique. Il est grand, il est puissant, il est quand même assez agile. Je trouve qu'il est plutôt pas mauvais au micro et qu'il se débrouille plutôt bien dans un ring. Donc moi j'ai été déçu de ce renvoi. Je pense qu'il en aurait pu faire beaucoup mieux. Je me rappelle qu'il avait eu un run il y a quelques années en tant que number one contender pour le titre de Jeff Hardy qui était champion à l'époque en heel et Morgan était face. Moi j'ai plutôt apprécié ce run là. Je trouvais qu'il s'est pas trop mal démerdé. Mais apparemment, il n'a pas eu les bonnes grâces des officiels sur ce coup-là. On voyait de moins en moins à Impact et petit à petit, il a coulé un petit peu sous les flots et c'est dommage. J'espère qu'on le verra rebondir ailleurs, peut-être à la WWE, parce que je sais qu'il y a un intérêt certain envers lui. Et donc j'espère qu'on le retrouvera là-bas. Et oui, et d'ailleurs, il y avait aussi une réaction d'une auditrice, Sophie Thévenet, sur le Facebook de OSS Radio. Vous pouvez donc réagir, vous serez cité à l'antenne, qui disait c'est dommage, je l'aurais bien vu faire un face turn et devenir le héros qui aurait libéré la TNA des Season 8. Et pour l'instant, il n'a signé avec aucune autre fédération, donc un cas à suivre. Enfin, c'est vrai qu'il venait de la WWE, donc possiblement il pourrait y revenir. Surtout avec son gabarit qui est assez touché. D'ailleurs, il y avait des gros plans avec Morgan, avec toute cette storyline avec Hulk Hogan qui avait été développée lors des derniers mois. Puis finalement, après cette défaite contre Sting, on n'a jamais eu de nouvelles de lui, quoi. À part cette apparition il y a quelques semaines dans ce four-way pour se qualifier dans les Bound for Glory Series, mais
on l'avait pas trop vu dans les derniers mois, puis pourtant on pensait qu'il y avait une grosse storyline qui se développait entre lui et Hogan, quoi, mais finalement ça n'a jamais eu, il n'y a jamais eu de développement dans ce cas-là, quoi. Un peu comme la TNA, comme il arrive souvent à la TNA, quoi. Sinon, là, j'ai une petite réaction, à mon avis, qui symbolise un petit peu le contexte à la TNA. C'est de Joey Ryan qui a réagi sur son renvoi et qui a dit: je savais qu'il y allait y avoir des licenciements pour faire des économies budgétaires, et pour être honnête, après la storyline avec Matt Morgan, il m'utilisait tellement peu. Lorsqu'on ne m'utilisait pas, j'étais à la maison en train de collecter les chèques de paye. C'était trop beau pour être vrai. Ils m'ont payé pendant des mois pour que je reste chez moi. Ashno m'a appelé et m'a dit: ce n'est pas contre toi ou ton travail, ce sont juste les coupes budgétaires. Je sais que le fait d'être sur la route leur coûte plus cher, ils essaient de rendre la fédération la plus rentable possible. C'est une décision à prendre, il leur fallait virer des gars sans affecter les storylines actuelles. Je ne suis pas aigri, je comprends la situation. Voilà. Ben, d'ailleurs, on peut extrapoler sur les difficultés de la TNA actuellement, pas mal de rumeurs là de salaires impayés, qui font peut-être ça, ouais, comme il le dit, Joey Ryan. Ben, j'ai vu une nouvelle justement dernièrement qui expliquerait peut-être cette chose qu'il y avait de l'argent qui venait de partenaires de la TNA qui venaient en retard, donc qui expliquerait peut-être pourquoi les catcheurs sont payés en retard, mais on voit quand même que la compagnie a certains problèmes de fonds parce qu'ils sont pas capables de payer leur talent en temps, donc on voit que c'est pas nécessairement une compagnie comme la WWE qui a beaucoup de fonds derrière et qui peut se permettre, par exemple, d'avoir des trucs, de l'argent qui rentre en retard de certains partenaires, mais on voit quand même que le côté qui vont sur la route, quoi, ça prend beaucoup d'argent, puis il faut qu'ils fassent des coupures à quelque part, puis c'est pour ça qu'il y a eu ces coupures-là du talent qu'on se servait pas, qu'on a décidé de laisser partir, quoi. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cela, Sébastien. Ouais, c'est vrai que moi je peux comprendre qu'il y a des coupures budgétaires parce qu'il y a moins de rentrée d'argent tout simplement. Hein. Ça coûte beaucoup d'argent d'aller sur la route. Ensuite ils ont essayé aussi de faire des impacts en direct. Ça coûte aussi pas mal. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la suppression des pay-per-view tous les mois. Mine de rien, c'était quand même une rentrée d'argent supplémentaire. Là, il n'y a plus que 4 pay-per-view. Donc cet argent-là ne rentre plus. Il y a également les audiences qui sont moins bonnes depuis que Impact est sur la route que précédemment lorsqu'elles étaient à Impact Zone. Et tout ça mis bout à bout, forcément, il faut faire des coupures quelque part. On peut pas dire que les Monday Night Only c'est un grand succès parce que ils sont presque pas il y a presque pas de publicité à Impact pour les promouvoir, quoi. Donc on peut penser qu'ils font des moins bons chiffres qu'ils faisaient avant, quoi. Ouais, totalement. C'est un gros problème là, de ce côté-là. Ah oui, déjà qu'ils font maximum 10 000 ventes sur les pay-per-view normaux, là, comme Genesis là, cette année par exemple, donc c'est un peu... Puis la grosse piste de risque, c'était de faire moins de pay-per-view pour avoir plus de ventes au final, mais ça ne semble pas fonctionner finalement, quoi. Ah oui. Ça donne pas des gros chiffres, quoi. Une idée qui aurait pu être bonne au départ de Eric Bischoff, et là, finalement, ça porte pas ses fruits, effectivement. Voilà. Que s'il n'y a rien à rajouter, on a un dernier sujet à parler, beaucoup plus sympa et beaucoup plus sportif, je dirais. Les Bound for Glory Series, bien sûr, avec le point. Avec déjà le petit classement complètement à jour après le dernier Impact qui s'est déroulé la nuit dernière. Avec un leader qui a raffermi son pouvoir complètement parce qu'il a gagné 25 points en plus. Magnus qui est en tête avec 49 points. Ensuite on trouve deuxième Samoa Joe 19 points. Troisième Jeff Hardy 17 points. Quatrième Christopher Daniels 14 points. Cinquième Jay Styles 12 points. Ensuite on trouve Mr. Anderson, Austin Harris et Hernandez avec 7 points. Puis Jeb Bradley, Bobby Roode et Kazarian 0 points. Et bon dernier Joseph Park moins 10 points. Bon, la raison un petit peu, c'est que la victoire par tombée coûte 7 points, la victoire par soumission coûte 10 points. Ensuite, un match nul coûte 2 points. La disqualification, c'est moins 10 points, donc pour Joseph Park. Et la victoire par disqualification rapporte 3 points. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Sébastien a fait un très bon article sur les chances de vainqueur. Je crois que Magnus, tu l'as mis assez bien, il me semble, non?
J'ai plus les chiffres en tête exactement, mais je l'ai mis, je crois que j'avais mis 15 ou 20%, je crois. À mon avis, il finira dans la finale. Forcément, les 4 derniers, il y sera. Mais je pense que c'est pas le moment pour qu'il soit prétendant numéro un pour la ceinture mondiale à Bound for Glory. Il est encore un peu jeune finalement pour obtenir cette place. Surtout, il est impliqué dans la main event mafia, donc je pense que ça va se conclure dans un match, peut-être un Lethal Lockdown à Bound for Glory contre les Aces and Aces, mais quoi qu'il arrive, je ne le vois pas finir, sauf véritable exploit en tant que gagnant de ce Bound for Glory Series. Et Moi, oui, je serais plutôt d'un autre avis parce que moi, je pense que Magnus va gagner cette Bonne Glory Series parce que AJ Styles, en ce moment, qui était euh, le grand favori, je sais pas si on peut dire ça, mais plusieurs personnes qui regardent la TNA se disent que c'est plutôt AJ Styles qui est en bonne position pour gagner. Mais AJ Styles, depuis son retour, son personnage est très vide. Pas beaucoup d'évolution de ce côté-là. Puis c'est un personnage qui peut vraiment qui obtient pas tant de réactions que ça, quoi. Puis je pense que Magnus c'est le bon moment de pousser un jeune dans le main event, quoi. Souvent les critiques envers Athena, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans le main event. Puis finalement, quand on a un bon jeune, pourquoi pas essayer de le mettre en avant. Puis je pense pas que c'est trop tôt pour lui. Il a très bon micro. Il a des bonnes performances dans le ring. Chaque semaine à Impact, c'est des bons matchs avec Magnus. Puis surtout, quand on pense à Athéna, le gros marché pour eux, c'est quoi? C'est l'Angleterre. Donc quand t'as un favori de la foule comme Magnus qui vient de cet endroit-là, justement, pourquoi pas capitaliser? Donc je pense que c'est presque le moment idéal, quoi, de mettre Magnus avec la ceinture. Puis tu peux vraiment avoir un programme original à bonne foglerie, quoi. Boulerie Magnus, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant, quoi. Mais à mon avis, il a l'indication qu'il ne gagnera pas, c'est qu'il a une telle avance actuellement dans le classement des Bound for Glory Series que je le vois mal finir. Ça me paraît tellement, ce serait pas surprenant en fait vis-à-vis des fans qu'il gagne vu l'avance qu'il a. ça se joue en demi-finale et ça c'est le piège. C'est vrai que l'année dernière, je crois que c'était pas le premier qui avait gagné, donc non, Bouliré n'avait pas fini premier, donc enfin, voilà. C'était Jeff Hardy qui avait gagné Oui, je dis une bêtise, l'année c'était dernière. Hardy, oui. Mais Jeff Hardy n'avait pas terminé premier, je crois que c'était James Storm au Oui, c'est niveau des ça. points. Storm avait Ouais, pris c'est pareil ça. une énorme avance et puis voilà. Non, faut se méfier, mais après Magnus, ce qui peut pousser derrière lui, c'est qu'il y a déjà Dixie Carter qu'il adore. Ça s'aide beaucoup. Déjà il a de bonnes qualités, franchement. En plus, il fait partie de la Main Event Mafia comme Samoa Joe, donc dans ces Bound for Glory Series. Ça peut donner un avantage dans la Puis story du clan là contre les Aces and Eights. ça fait totalement du sens de faire gagner ton face au plus gros show de l'année, ton face d'un clan de face, quoi. Qui vient gagner contre le clan d'Hill. Donc ça fait totalement de sens de ce côté-là, je pense. Je sais pas si la TNA osera vraiment faire ce coup de poker parce que c'est quand même un coup de poker. Le gars est quand même encore assez jeune dans sa carrière et tu le mets directement dans le main event de ton plus gros show. C'est vrai que c'est un risque et je sais pas si la TNA osera le prendre, sachant notamment qu'elle a des difficultés financières actuellement. Je sais pas s'ils vont avoir les Ben, coucougnettes de le faire. entre, entre, entre mettre Magnus et mettre AJ Styles ou je sais pas un mec, t'auras pas vraiment de différence financière là. Je veux dire entre faire un main event AJ Styles contre Bully ou Magnus contre Bully Ray, je pense pas que ça va tant faire hausser les chiffres que ça, quoi. Si tu mets AJ Styles au lieu de Magnus, quoi. C'est pas comme si t'allais avoir 5000 ventes de plus si tu mettais AJ Styles dans le main event, quoi. Je ne sais pas. Wait and see. Eh oui, on verra bien. Et bon, en attendant, bon, je vais vous demander vos pronostics, mais avant, on avait donc lancé le sujet sur le Facebook et on a quelques pronostics auditeurs avec Ludovic Rivière qui lui pense que ce serait Justas qui gagnera, Nasser Mzembaba qui a dit de même pour moi, cette victoire sera la cerise sur le gâteau de son comeback. Après, il y a eu un important turnover sur les participants de cette année qui permettra d'éviter la répétition des mêmes affiches pour chaque édition des series. Et Attitude Catch a dit Mr. Anderson, voilà, le nouveau vice-président des Aces and Eights, en deuxième rôle derrière Bully Ray. Donc, je ne sais pas, là, par rapport aux chances, MP, tu penses que ce sera qui, pour toi, qui va gagner? Ben, moi, j'ai dit, je pense que c'est Magnus.
pour les raisons que j'ai citées, que c'est un nouvelle tête d'affiche qui pourrait être intéressante pour Athena. C'est un face qui peut être important pour la compagnie justement dans les années à venir, avec surtout le marché de la Grande-Bretagne du côté économique, c'est intéressant. Surtout qu'ils vont revenir en janvier prochain. Tu peux avoir Magnus en champion qui s'en va en Angleterre, ça peut être plutôt intéressant. Bon, du côté logique, je pense que ça pourrait le faire, même si t'as, comme plusieurs le mentionnent, AJ Styles, qui est logique aussi avec son retour avec cette période d'un an sans titre, de le faire gagner à Bonne Foi Glory, parce que sa période d'un an sans chance au titre se termine là, donc ça ferait également beaucoup de sens aussi, mais j'ai beaucoup de problèmes avec AJ Styles justement en ce moment le personnage qui n'évolue pas vraiment, qui est un personnage plutôt froid, quoi. Donc, voilà. Sébastien, tu penses qui? Alors si je mets de côté l'hypothèse qui me fait terriblement froid dans le dos, comme quoi Hulk Hogan affronterait Bully Ray, ce, ce serait tout simplement terrible. Mais je resterai sur AJ Styles à cet instant-là. Je sais qu'il y aura encore un match à Destination X, donc peut-être que Bully Ray va perdre sa ceinture. Il y a une toute petite chance que ça arrive et il faudra voir à ce moment-là. Ça va peut-être changer mes prédictions, mais pour le moment, je reste sur AJ Styles. Ouais, d'accord. Moi, je serais presque tenté de suivre AJ Styles, mais finalement, je mets Samoa Joe parce que bah, lui, il mérite un nouveau run. Franchement, j'aimerais bien qu'il soit à nouveau champion, franchement. Ça fait depuis un moment qu'il n'y a plus de vrais titres et ce serait assez intéressant, même s'il y a eu le titre par équipe, bien sûr, et tout. Il y a pas non plus hyper longtemps, mais bon, quand même. Hein. Il mérite un gros run solo, donc j'aimerais bien le voir comme ça. Ouais. Mais sinon, oui, Sébastien t'en parlait, le prochain grand rendez-vous, c'est tout simplement jeudi prochain, Destination X. En fait, c'est pas vraiment un pay-per-view, c'est un show weekly, mais ce sera pas Impact Wrestling, mais ça s'appellera Destination X, donc avec la X-Division en valeur. Et puis le fameux match en main event entre Bully Ray et Chris Sabin, le champion X-Division qui a fait comme Austin Harris l'année dernière et qui a donc accepté de cacher, on va dire, son titre X-Division, de l'abandonner pour avoir cette chance de titre mondial. Donc après Sébastien t'a dit qu'il y avait des possibilités qu'il soit sérieusement champion, donc il vaut mieux pour lui, sinon il repart sans rien. Ce serait dommage. À moins qu'il suive la trajectoire d'Harris, c'est ce qu'on peut lui souhaiter, mais en même temps, moi franchement personnellement, pour faire un pronostic rapide, je vois Bully Ray le conserver, je ne le vois pas perdre là comme ça sa ceinture. Mais pour revenir à l'idée du fait que Bully Ray perdrait peut-être la ceinture, c'est vraiment basé sur les storylines, parce que ça fait un an que Hulk Hogan et Bully Ray sont en conflit, et finalement ce serait quand même le cheminement logique d'un point de vue storyline que Hogan affronte Bully Ray à Bound for Glory. Mais je me dis que si ça doit arriver, le titre ne sera pas en jeu, et dans ce cas-là, Chris Sabin pourrait remporter le titre à Destination X. Ou alors d'ici le mois d'octobre, éventuellement il peut y avoir un match de championnat qui sort on ne sait pas où, mais je sais pas. Honnêtement pas. C'est vrai que le vainqueur de Bound for Glory Series a son match de championnat à Bound for Glory, donc pas précis. Je vois pas Hogan lutter en 2013 de toute façon. Je pense que ça va être un représentant d'Hogan qui va lutter, qui va gagner le titre de ce côté-là, quoi. Ouais. Je vois pas. Hulk Hogan, ouais. Ah, c'est comme ça qu'ils vont divorcer. Il faut bien régler ça. Hein, mais oui, non, effectivement, parce qu'en plus dernièrement, Hulk Hogan, il s'était pris la crise. Il avait dit, pourquoi pas un dernier run de champion. Mais suite aux réactions, il avait dit non, je déconne, en fait, je me vois pas trop de retour sur le ring quand même. Donc, honnêtement, c'est vrai que je serais assez d'accord avec MP sur ce point de vue-là. Mais il y a encore Sting dans le coin, il a plus droit à un match de championnat, donc d'où mon hypothèse que Bully Ray ne serait plus champion à Bound for Glory, et puis comme ça, c'est réglé, Sting l'affronte, et puis on boucle la boucle. Sachant que Sting pourrait partir ensuite, donc à la WWE, peut-être. Juste sur Destination X, il y a juste 2 matchs qui viennent d'être annoncés pour ce mini pay-per-view, on va dire. Ah oui. Il y aura le rematch de Destination X 2012 entre Austin Harris et Bobby Roode. Ce sera un match qui comptera pour le Bound for Glory Series. Et il y aura également le premier match de qualification pour le tournoi pour déterminer le nouveau champion X Division qui a été laissé vacant.
Ah, d'accord. Eh oui, effectivement. Et Dix Carter a annoncé des noms, justement, qui vont être aussi présents pour ce show. Il y a Sanjay Dutt, Homicide, Petey Williams, Chavo Guerrero, Kenny King et Manny qui vont être en action lors de ce show, apparemment. C'est ce Eh que oui. Dix Carter a annoncé, donc. Oui, c'est une certaine logique. En même temps, c'est vrai, les gars qui sont un peu sous contrat ou qui te retournent la tienne. Et donc, ouais, ce sera assez logique qu'un de ceux-là. Moi, j'aurais une préférence pour Petit Williams, bien sûr. Mais voilà. Et Manic, petite précision, c'est Suicide avant, mais depuis que Austin Harris avait endossé sa tunique, bah, il a été renommé ensuite, malheureusement. Bon. Alors qu'en dessous, c'est TJ Perkins, donc bon. Personnellement, je trouve pas trop intérêt à renommer, mais bon. Bref. Pas trop, je trouve pas qu'il y ait vraiment d'intérêt aussi à te démasquer, le remettre sur le banc, Ouais. sur ce personnage-là. En plus, là, c'est pas un changement de gimmick, là. On a seulement changé quoi le nom, quoi. Donc, exactement le même costume, exactement le même personnage. Donc, dommage. Donc on referme ce paragraphe des brèves et tout ça, ou il y a quelque chose à rajouter? Peut-être une dernière nouvelle, mais bon, ça fait un certain temps maintenant, et qu'on le sait, les ceintures féminines par équipe qui ont disparu, et j'ai envie de dire enfin. Eh oui, Et le titre de champion TV, qui, effectivement. Bah, qui celui-là, ils n'existe savent plus. pas trop encore. Hein, ils savent pas trop encore. Est-ce qu'il faut revenir ou pas? Ils savent pas encore. Cabis est censé détenir, mais bon, c'est un titre qui a jamais décollé, c'est sûr. Donc, on peut passer maintenant à la liste des partenaires. S'il n'y a rien à rajouter. Non, on peut C'est bon. passer aux partenaires. Donc, avec FN Lutte, Vox Catch, où vous pourrez lire notamment ma review. Je vais faire de la pub personnelle de Dark Justice 2, justement. Voilà. Et plusieurs chroniques assez sympas aussi, dont l'événement chaque jour qu'il y a eu par le passé. Plutôt pas mal. La Wrestling Evolution League aussi comme partenaire. Instant Catch, donc avec le match, ladder match, donc entre Bad Influence et Jerry Me qui va sortir sûrement même avant que le podcast soit sorti. Donc vous pourrez voir sur le Facebook et le compte Twitter. Ensuite, Catch the Loom, Revolt, la radio de Kevin, qui reviendra lors du prochain podcast Sunday Night Wrestles la semaine prochaine, qui sera consacré à WWE Money in the Bank. Sinon, évidemment, le Twitter de Wrestles Radio, @Wrestles Radio, le Facebook Wrestles Radio officiel, le compte YouTube Wrestles Radio, le compte iTunes Wrestles Radio qui est redevenu actif depuis un mois, je crois, à MP. Oui, tout est à jour en ce moment. Puis ce podcast-là va être rajouté à iTunes aussi, donc c'est un peu plus long que la sortie normale, là, le temps que je le mette sur le site et que ça se rende sur iTunes, mais normalement dans les heures qui suivent, c'est là, donc vous pouvez écouter les choses sur justement sur iTunes, que ce soit sur votre iPod, iPad ou iPhone, quoi. D'accord. Ouais. Et pour finir la liste des partenaires, il y a également Catch Ultra. Et j'ai rien oublié normalement, c'est bon. Oui, c'est vrai Sébastien, on a oublié. Oui, l'actualité un petit peu pour finir. C'est vrai que la Main Event Mafia donc avait plusieurs membres: Sting, Kurt Angle, Magnus, Samoa Joe, et le dernier c'est Rampage Jackson. ah oui, celui qui avait joué dans le film L'Agence Touriste qui était sorti il y a 3 ans, je crois, je sais plus. Enfin, je l'aime bien en plus, celui-là, j'ai sur mon disque dur. Il faisait le rôle de Barracuda, bien sûr. Anciennement tenu par Mr. T, voilà. Voilà pour la petite histoire. Et sinon, oui, le coucou à Shana, c'est vrai qu'on vous avait laissé avec son excellente interview pour le gut check. Malheureusement, elle a terminé deuxième des votes derrière le lutteur allemand Bad Bones. Donc voilà, bon après ça veut pas dire non plus qu'elle aura pas une chance, honnêtement. Quand on voit que Bigot par exemple a fait le gut check, finalement il a pas été pris, mais alors qu'il avait fini cinquième, donc après tout, je dirais que ses votes n'ont pas une grande... Et que Ryan Howe aussi a été faire le gut check. L'ancien Skin Marks de Tough Enough en 2011. Donc, pas non plus un grand talent. Donc, Ouais, c'est bizarre, mais bon, je le gut pense que check, Shana a c'est des aussi, chances.
Mais le Goldcheck, ces temps-ci, je crois qu'ils veulent pas recruter. Ça se voit. Bon, mais si on a fini, on peut conclure. Vous pouvez nous joindre par mail à l'adresse tout attaché en minuscule wesselsradio@gmail.com. Vous pouvez bien sûr aussi réagir par Twitter, en tweetant donc @wesselsradio, et sur notre compte Facebook officiel sur un peu tout ce qu'on publie, comme ça vos réactions pourront être données dans le podcast. Le prochain, ce sera donc la semaine prochaine, consacré donc à WWE et au pay-per-view Money in the Bank, avec le retour de Rob Van Dam notamment. Et le retour de Kevin donc. Et voilà, bah, ça risque d'être aussi pas mal animé. Et pour la TNA, bah je sais pas, je crois qu'on reviendra sans doute après le fameux pay-per-view des 10 ans, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, je pense, avec ces gros matchs-là. Donc et Destination X se sera passé, donc à mon avis, il y aura pas mal de choses à dire. Donc on peut fermer la musique. Oui. Vous pouvez aussi réagir sur le forum wrestle.fr. Oui, bien sûr, c'est vrai. Oui, j'ai dit pas Wessels, mais oui, effectivement, oui. Bien sûr, là vous pouvez suivre l'actualité sur Wessels. C'est là aussi que les podcasts sont publiés, bien sûr, et puis bien sûr réagir comme Dame Catch par exemple, voilà, qui a réagi sur le forum et donc on a cité. Voilà. Tout est bon, je dirais, comme réaction, on prend tout. Tout est bon dans le cochon. Non, sur ces bonnes paroles. Oui, sur ces bonnes paroles. Eh bien, on espère que vous avez apprécié ce numéro. Ben, sinon, dites-nous ce qui vous a plu ou déplu éventuellement sur la durée ou autre, ou commentez ce qu'on a dit, bien sûr. N'hésitez pas surtout. Et donc, rendez-vous prochainement, la semaine prochaine pour SNW et le mois prochain pour un nouveau Impact Vessels. Voilà. Et on vous laisse avec le theme song de When Not Only. Ah, ciao. Salut tout le monde. Ciao.